Bonjour Guillaume, tu es fondateur de Formalland, donc une start-up qui fait de l'audit par de la vérification formelle, donc pour les langages OCaml, Rust, TypeScript et Solidity dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans le Web3 s'il te plaît? Euh, Bonjour, merci d'abord pour cette interview. Alors, moi, mon parcours, c'était à la base essentiellement dans le monde de la recherche et de la spécialité de la vérification formelle. Je vais faire une thèse dans le domaine. Euh, Ensuite, j'ai fait aussi du développement dans le domaine du web, du développement plus standard pendant à peu près 3 ou 4 ans. Et grâce au Web3, j'ai pu retomber dans mon domaine favori de vérification formelle, avec la crypto-monnaie Tezos, où j'ai travaillé d'abord pendant 2 ans chez Nomadic Labs pour le développement d'outils de vérification formelle sur le code de Tezos, crypto-monnaie écrite en OCaml. Et ensuite, j'ai fondé Formaland, une entreprise spécialisée en vérification formelle. Et on a travaillé pour le compte de Tezos pendant 1 an. Et on cherche à appliquer d'autres nos méthodes de preuve à d'autres langages que le langage Camel, en visant notamment Rust en ce moment beaucoup, aussi Solidity ou TypeScript pour Ok, apporter de la sécurité à un maximum de cas d'usage. ouais, parce qu'aujourd'hui la sécurité est plus qu'importante dans des langages de programmation qui se complexifient et puis, bah, dans le Web3 où on vient stocker, transmettre de la valeur, pour le coup, c'est, primordial. Avant de rentrer vraiment dans le technique et dans les spécificités, on va dire dans la structure et le déploiement de code, donc on va avoir l'écriture du code de base, la review, les tests et ensuite, enfin, la vérification formelle. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, rentrer un petit peu plus dans les détails, de l'écriture, les points d'attention, à quoi correspond le review et qu'est-ce qu'on vient, vérifier à ce moment-là, les périodes de test et puis les tests un petit peu classiques qui reviennent et ensuite la vérification formelle et pour rentrer un petit peu plus là-dessus, s'il te plaît? Ouais. Ouais, quand on développe un projet logiciel, euh, j'ai à peu près la moitié du temps sur le développement, même moins, et après le reste du temps qui vient pour s'assurer que le code est de bonne qualité et sans bug, qui correspond aux besoins clients. Donc après que les développeurs aient écrit leur code, finalement, il y a une phase de review par d'autres membres de l'équipe où les gens vont lire le code et le tester manuellement pour s'assurer que rien n'est cassé, que le code est écrit d'un un style qui correspond au projet, pas d'erreurs évidentes. Euh, c'est une revue manuelle et humaine. Il y a l'écriture de tests automatiques. On va avoir une batterie de tests sur un certain nombre d'entrées prédéfinies pour lesquelles on sait quel est le résultat attendu et qu'on va rejouer à chaque fois qu'un développeur va venir modifier une partie du projet pour s'assurer que rien n'est cassé. Généralement, dans un projet logiciel, il y a des dépendances un peu dans tous les sens et en modifiant un module, on peut facilement casser le reste sans s'en rendre compte. C'est très pratique d'avoir une batterie de tests automatique, ça va beaucoup plus vite pour s'assurer qu'on n'a pas fait de graves erreurs. Euh, Associé à cette batterie de tests automatique, on peut aussi faire du test manuel intensif. On va tester l'application sur plein de cas pour voir comment l'application réagit. Et enfin, il y a une dernière couche qui est faite que sur certains types de projets vraiment critiques. Ça va être la vérification formelle. Là, on va utiliser des méthodes mathématiques pour à la fois exprimer des spécifications claires sur ce qui est censé faire le code et vérifier que dans tous les points d'entrée, le code va vérifier ces spécifications, quand bien même dans la plupart des programmes, il y a en fait une infinité de possibilités vis-à-vis des actions de l'utilisateur, des entrées qu'on peut lui donner. Donc la Ça va pas être une vérification, batterie Ouais, ça va pas être une oui, batterie de tests, finie. Vous allez vraiment pouvoir non, balayer, théoriquement une infinité de solutions en fonction des oui, bornes que vous allez vouloir lui donner, quoi. oui, exactement. Donc, il y a toutes les entrées. Et donc, donc là, la vérification formelle, c'est beaucoup utilisé dans les domaines critiques avec des vies humaines qui sont en jeu. Comme par exemple les lignes de métro automatisées. Où il y a de la vérification formelle qui est appliquée dessus, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Dans ce qui est fusée, aéronautique ou armement, là aussi, il y a la vérification formelle qui entre en jeu. Ça permet aussi de réduire les coûts
par rapport au fait de faire des batteries de test ultra intensifs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de bug. On est obligé de tester les systèmes de façon vraiment très intensive. Ça va revenir moins cher de prouver mathématiquement que le système est correct dans tous les cas. Un dernier cas d'usage, c'est le Web3, avec les smart contracts et les plateformes décentralisées. Il y a énormément de valeur qui est stockée. C'est difficile de mettre à jour le code, parce que c'est un système qui, par essence, est décentralisé. Donc, si jamais il y a un bug, ça va être très difficile de le corriger pour être tout de suite attaqué. Et, dans ce cadre-là, c'est une très bonne sécurité que d'avoir une méthode de preuve qui s'assure qu'il n'y ait pas de bug. C'est- OK. Sachant qu'aujourd'hui, la plupart des projets, enfin, justement, tu vas me donner un petit peu ton avis, puis toi, ce que tu en penses aussi, parce qu'effectivement, avec ce stockage et cette transmission de valeur, bah, la robustesse, et l'audit est vraiment, nécessaire. Il y a plusieurs niveaux d'audit et aujourd'hui, on est très souvent sur simplement de la review et des tests et aujourd'hui, quels sont les projets où à quel niveau tu penses que la vérification formelle devrait être, pertinente et nécessaire? Parce qu'évidemment, elle est associée à un coût. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux dire, en fait, la est-ce que la plupart des projets aujourd'hui, utilisent de la vérification formelle ou non? Et si oui, quels sont les projets pour qui c'est nécessaire? Tout ce qui est plateforme de smart contract, à mon avis, c'est nécessaire. Alors qu'il y a une grosse somme de valeur dessus. On commence à avoir de plus en plus de gros projets qui utilisent la vérification formelle. Les projets comme AAV, par exemple, sont vérifiés par Certora. Pas mal de projets qui se lancent, qui sont aussi vérifiés dès le début. Il y a Morpho, par exemple, c'est une plateforme sur Ethereum où ils utilisent la vérification formelle. Je pense qu'il y a encore pas mal de projets qui ont beaucoup de valeur et qui ne sont pas formellement vérifiés. Il peut y avoir plusieurs millions qui sont stockés et prennent un certain nombre de risques. Si on compare le coût d'un audit et le risque qu'ils ont en cas d'attaque. Moi, je pense que sur le Web3, les gens ont des attaques assez évoluées. Il y a des vrais mafias qui sont spécialisés là-dedans. Et je crois que les chiffres, c'est quelque chose comme près de 1 milliard d'euros qui est volé chaque année. Après, on comprend aussi que ça coûte assez cher de faire des audits, encore plus cher de faire de la preuve formelle. Pour un projet qui démarre, c'est difficile d'avoir les fonds pour le faire. Donc, si on essaie d'utiliser des outils qui soient en essayant d'optimiser les coûts au maximum pour démocratiser au maximum la preuve formelle, c'est sûr que voilà, il y a une part de coût aussi à prendre en compte. Qui est problématique souvent, enfin, dans les besoins et moi dans les projets que je reçois, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est, on va déployer, on a besoin de liquidité sur le protocole pour pouvoir commencer à générer de l'argent quoi, hein, concrètement et puis permettre de pouvoir, faire ses audits par exemple. Sauf qu'en fait, ce qu'il faudrait le faire, c'est le faire au préalable avant que ces liquidités arrivent et qu'elles soient mises à risque. Donc, à part, voilà des levées ou des levées de fonds ou des choses comme ça, c'est aujourd'hui une vraie problématique et pourtant c'est nécessaire et ça devrait arriver, dès le début. Le sujet, c'est, bah, le code, il est, aussi voué à évoluer, parce que, ces batteries d'audit ou en l'occurrence même de vérification formelle, elles sont faites à un instant T. Comment s'assurer qu'en fait cette robustesse s'inscrit dans le temps? Est-ce que, vous allez proposer un accompagnement, simplement à l'instant T ou ça va être aussi sur la durée? À chaque fois qu'il va y avoir des mises à jour majeures, l'interlocuteur, le projet, va venir vous revoir pour dire: «Est-ce que vous pouvez faire, un petit update?» Ouais. Bon, alors, aussi des projets dans la durée et les preuves formelles, un peu comme pour les tests, les batteries de tests automatisées. Un avantage, c'est qu'une fois que les spécifications et les preuves sont écrites, elles sont là pour rester. Et quand le code évolue, on peut les rejouer, s'assurer que le code n'a rien cassé, ce qu'on avait vérifié jusqu'à présent. Il y a des éléments qui ont été modifiés, on peut ajuster les spécifications et les preuves et aussi ajouter des nouvelles spécifications pour des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. Donc, Ouais. il y a un effet où, au début, on paye à écrire les tests et les preuves formelles, mais après, c'est rentabilisé sur le temps parce qu'à chaque fois qu'on va venir modifier le code, on va pouvoir les rejouer presque gratuitement. D'accord, ouais. S'assurer qu'il n'y ait pas de OK. régression. On va rentrer un tout petit peu plus dans les spécificités de ce que vous faites, là pour, essayer d'illustrer et de recontextualiser. En fait, à la base, le code qui va être écrit en OCaml, par exemple, parce que vous l'avez beaucoup utilisé, mais ou en Rust Oui, ou en Solidity, va passer par un traducteur de oui, langage que vous allez développer, qui ensuite, ce langage traduit va rentrer dans un prover
Donc là, on va Oui, on va en parler aussi type, Coq, ou c'est Z3 et ensuite, oui, une fois que ça sort, vous allez pouvoir venir jouer là-dessus. Est-ce que tu peux oui. expliquer un petit peu, du code de base au traducteur, au prouveur et aux data que vous allez avoir en sortie? Tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe, les étapes, s'il te plaît? Oui. Oui, donc les logiciels de preuve, donc il y a celui qu'on utilise, c'est Coq. Il y a d'autres comme Z3 qui sont assez utilisés. Ils ont un langage qui permet à la fois d'exprimer des programmes, des spécifications et des preuves. Disons que le programme va vérifier les spécifications pour tous les cas d'entrée. C'est des langages qui sont assez riches, mais avec aussi beaucoup de contraintes pour rester dans une forme mathématique et s'assurer que quand on dit à la fin qu'une spécification est correcte, elle est vraiment correcte avec un degré de certitude à 100%. Donc on va avoir besoin de faire un certain nombre de transformations sur le code initial qui soit exprimé dans ces langages-là. Et c'est là où intervient l'outil de traduction. On a développé un outil de traduction du langage Camel vers Coq qui permet soit de faire une traduction directe quand les fonctionnalités sont supportées aussi dans le langage Coq, soit avec un certain nombre d'encodages. Cette phase, c'est bien qu'elle soit automatisée pour pas qu'il y ait d'erreurs dans la traduction. Et ensuite, une fois que oui, Non, ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, vous devez intervenir sur la traduction, sachant que les prouveurs ne permettent pas et ne mettent pas à disposition des traducteurs, standardisés. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de solutions, qui sont spécialisées là-dedans. Vous êtes obligé de le faire à la mano? oui, ouais, ouais, c'est vrai. On est plus ou moins parmi les premiers utilisateurs de ce système-là pour vérifier le code. Où il faut que certaines personnes commencent par faire le travail et du coup, on le fait. Voilà. Après, là, la plupart des outils qu'on développe sont open source, notamment le traducteur Camelback qui est open source, donc d'autres personnes peuvent l'utiliser. Mais après, D'accord. oui, Et après, après, quel est, donc, on parle du langage, on vous met un traducteur pour, on va dire, rendre plus digeste ce langage de code pour le prouveur. Quel est le rôle du oui. prouveur, du coup? Le prover, il va permettre d'exprimer des spécifications qui sont comme des tests, mais elles sont plus généralisées. Par exemple, si on doit vérifier que la valeur d'un smart contract correspond à un certain montant en argent et tout le temps positif, sous forme de test, on va écrire des entrées utilisateurs spécifiques et vérifier qu'à la fin, le résultat est supérieur ou égal à zéro. Là, sur une spécification, on va utiliser des quantificateurs mathématiques qui vont dire pour toute entrée A et B, pour tout utilisateur qui s'appelle U, alors le résultat de telle fonction est supérieur ou égal à zéro. Vous On rentrez fait- les spécifications sont rentrées au niveau du prouveur, donc, Oui, c'est ça? oui, Et oui, et donc ça correspond à une part du travail vachement importante, j'imagine, puisque oui, vous arrivez avec, sur un projet, ou sur une boîte, qui elle, connaît en fait, ses spécificités de l'extérieur, mais sans avoir un regard aguerri par rapport aux spécifications qu'il faut noter pour de l'audit. Et vous, à la fois, vous oui, connaissez un petit peu les narratifs de besoins, pour faire de la preuve formelle, sans connaître toutes les spécificités du projet qui est oui, en face. Et le but du jeu, c'est de réussir à joindre les 2 bouts. Donc j'imagine c'est une partie qui est, du travail qui est vachement importante au début pour partir en fait déjà avec les bonnes caractéristiques et les bonnes spécifications de base, c'est ça? oui. Oui, effectivement, ça c'est un point très compliqué, c'est peut-être un des points les plus difficiles de la preuve formelle, parce que même si c'est fiable à 100%, c'est fiable uniquement sur la spécification qui a été écrite, et si les spécifications ne correspondent pas exactement à ce que le client avait en tête, il va y avoir des bugs qui vont être ratés. Et, Il y aura des selon troubles la en fait, spécification, pour que les voilà, gens oui, pour que les gens comprennent en fait, si vous derrière vous allez faire tourner, vos preuves et vos outils pour de faire de la preuve formelle, si vous n'agissez pas sur le parce que on peut agir sur une infinité de choses, mais il faut bien définir le cadre au début et c'est votre rôle à vous de conseiller sur ce qu'il va falloir voir et de leur rôle aussi en face de bien, aussi donner toutes les datas et les spécificités, là-dessus, quoi. Sans quoi, en fait, il y a des trous et vous avez beau faire un audit, très poussé, s'il y a des petites zones d'ombre, c'est là où, des failles pourront, apparaître. faut qu'on sache ce qu'on doit vérifier, quelles propriétés on doit vérifier. Et s'il y a par exemple un morceau de code dont on ne nous a pas parlé, on va pas pouvoir le deviner et on va pas pouvoir trouver des bugs dessus. Pareil, sur certaines invariances sur le code, s'il y a des liens entre les valeurs, certaines valeurs peuvent toujours être
l'opposé d'une note, par exemple, et qu'on ne le sait pas, on ne va pas pouvoir le vérifier. Ouais. Et donc on aura fait tout un système de blindage pour totalement sécuriser une porte. Et voilà, s'il y a une autre porte derrière ou une autre fenêtre où les gens peuvent rentrer très facilement, ça, on n'aura pas vu et ça ne va servir à rien. Est-ce que vous avez développé, dans vos outils d'audit de preuves formelles des standards que vous appliquez à chaque fois? Ou est-ce qu'il y a encore une part, d'écriture à la mano pour se calquer vraiment aux spécificités du coup du projet en face? Où est-ce qu'on en est? Parce que comme tu dis, on est assez early, donc je ne sais pas si vous avez déjà commencé à développer des standards que vous allez réitérer à chaque fois, ou il y a encore une part de mano qui est très importante? Ouais. Ouais, on essaie au maximum d'avoir des standards pour éviter les problèmes de communication, justement. Donc, il y a quelques preuves, quelques spécifications qui sont vraies sur presque tous les projets, notamment le fait de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur interne de la certifiure. Donc, souvent dans le code, les gens vont à certains moments faire des if qui vérifient certaines conditions, qui renvoient une erreur critique si jamais la condition n'est pas là, qui rajoutent pour des raisons de débugage. Et, ça, on va les intégrer et vérifier que ces if critiques ne sont jamais atteints. Ce qui correspond par exemple aux erreurs 500 sur les sites web, des erreurs critiques qui sont jamais censées arriver. On peut vérifier aussi la rétrocompatibilité d'une version sur l'autre. Ça, c'est assez facile à définir pour montrer que, quelles que soient les entrées qu'on donne avec la version courante du logiciel, si on va faire la mise à jour sur les mêmes entrées, la mise à jour enverra exactement le même Même résultat, sortie. vérifier de cas général. Et aussi, on peut récupérer les tests qui ont été écrits, s'il y en a, pour les transformer en spécifications en les généralisant. Là aussi, ça permet de reprendre directement ce que les programmeurs ont fait et de se calquer sur le code du projet plutôt qu'à inventer des nouvelles spécifications. Sachant que vous faites, parmi ces audits de preuves formelles, on est, si tu peux le confirmer, dans du statique comme dans du dynamique. Parce que, dans l'exemple d'un smart contract, si on le fait, si on va l'auditer de A à Z et qu'on vérifie qu'il y a aucune erreur et aucune faille, qu'il est bien airtight, le fait qu'il le soit en statique ne veut pas dire que, demain, lorsqu'il va être en, interaction avec d'autres dans des systèmes beaucoup plus complexes, ça puisse en ouvrir d'autres. J'imagine que c'est un enjeu aussi majeur, de Ouais. bien intégrer toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Ouais, parce que les smart contracts, ils peuvent appeler d'autres programmes, ils peuvent même être modifiés à n'importe quel moment, on n'a pas forcément le contrôle. Donc ça demande de faire des hypothèses sur les d'autres smart contracts qui sont appelés. Il y avoir des problématiques de boucles infinies entre appels de smart contracts aussi. Et pour ça, il y a des frameworks qui ont été développés. Pourquoi qu'il y a le framework CodeCert qui permet de vérifier les interactions entre appels de smart contracts. Et ça, c'est effectivement une partie qui est assez complexe, qui n'existe pas avec la vérification de programmes traditionnels où on a tout le code dès le début. Et ça demande des efforts de spécification ou alors de faire des hypothèses que les appels se font bien avec les smart contracts dont on contrôle le code. OK. Tu peux confirmer qu'aujourd'hui, il n'y a que la preuve formelle qui permet d'assurer, sous réserve que les spécifications du départ soient bonnes, qui permet d'assurer que, le code d'un projet soit complètement airtight? Il y a que là les tests classiques ne le permettent pas, il faut vraiment passer par de la preuve formelle pour arriver à cette certitude-là? Il faut avoir une certitude mathématique sur du code, oui. Oui. Il n'y a que la preuve formelle OK. qui permet de ouvrir une infinité de cas et dans le programme, il y a toujours une infinité d'entrées possibles. Ah, c'est vachement important de sensibiliser les projets qui vont alors pas enfin, en l'occurrence sur la DeFi ou autres, qui viennent vraiment stocker des parfois des grosses sommes d'argent pour être bien sûr d'être bien propre et même pour les clients de comprendre ces subtilités-là pour évaluer le Mmh. risque, de mettre son argent sur telle ou telle plateforme si elle a été auditée, certifiée. Aujourd'hui là, il y a une responsabilité qui est engagée, chez les, organismes qui font de l'audit, ou pas du tout? Pas à ma connaissance, c'est peut-être certains gros cabinets d'audit qui fournissent des assurances, mais sinon pas à ma connaissance. Après, il y a surtout une responsabilité en termes de réputation. Ouais, Euh, qui est vachement si un importante. code, voilà, un code qui a été audité s'avère avoir des bugs, là, les gens auront du mal à faire confiance aux organismes qui ont fait l'audit. Donc, souvent, les audits sont publics. Chaque projet montre qu'il a réalisé ses audits et est fier de montrer la liste des audits réalisés. Donc, après, s'il y a un bug derrière, ça va impacter l'image de marque des organismes.
Est-ce que ce type d'audit par de la preuve formelle peut être compatible avec des campagnes de bug bounty, à côté, avec, des gens qui vont arriver un petit peu à côté d'une manière, différente de voir? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Est-ce que c'est complémentaire? Comment tu vois les choses? Je pense que c'est bien d'avoir les cas du bug bounty, donc c'est complémentaire. L'avantage du bug bounty, c'est que, à la fois, en termes de communication, ça permet de dire aux gens qui trouvent un bug, un moyen d'attaque, de leur donner un moyen simple de récupérer de l'argent sans voler l'argent qui est stocké sur les smart contracts. Ça, c'est très bien. Il puisse y avoir des plateformes qui simplifient au maximum cet échange, permettent de faire cet échange dans de la confiance. Euh, voilà, moi je pense que la preuve formelle, ça reste une façon de se protéger en amont. Une fois que des bugs sont découverts, les gens ont quand même toujours le choix de passer par le bug bounty ou de réaliser l'attaque en elle-même. Et il va y avoir toujours des éléments qu'on risque d'oublier dans la spécification. Et là, le bug bounty va permettre de couvrir aussi ces cas-là. Et exactement, donc il y a bien une complémentarité Oui. entre les 2. On va arriver sur la fin de l'interview. Guillaume, j'ai une petite dernière question, vous utilisez Oui. un peu l'intelligence artificielle aujourd'hui pour développer vos outils de code, et d'audit de preuves formelles ou pas du tout? Alors, on a pas mal d'espoir dans les outils d'intelligence artificielle pour automatiser une grande partie des preuves, même des spécifications qui sont souvent assez répétitives. Et là, on regarde pas mal ChatGPT, qui nous permet d'avoir accès à une base de connaissances sur des outils qui sont assez spécialisés, comme Coq, pour pouvoir former plus facilement nos équipes à ces outils-là. On a aussi beaucoup d'espoir dans les outils de génération automatique de code, comme Copilot, pour l'écriture de code. Ça nous aide à écrire nos outils. Et on espère qu'en ayant de plus grande facilité à écrire nos outils de traduction ou de gestion de preuves, on puisse accélérer encore euh, la démocratisation de la preuve formelle en diminuant le coût et en permettant d'utiliser de la preuve sur plus de langage, dans plus de contexte. Ouais, diminuer les coûts pour que ça soit aussi plus accessible à davantage de projets, Oui, sécuriser, les projets, les protocoles comme les utilisateurs, donc ça va être vachement important. On arrive sur la fin de oui, l'interview. Pour ceux qui sont un petit peu curieux, je mettrai les liens en description, pour ceux qui veulent contacter, et Guillaume et Formaland, tout en sachant oui, qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes beaucoup développé sur le langage, OCaml parce qu'il y a une très grosse opportunité quand même qui a été un super beau projet avec Tezos, mais aujourd'hui, vous vous familiarisez aussi beaucoup avec, Rust, Solidity, donc c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en place, parce que vous avez créé vos standards que vous allez pouvoir aussi scaler sur d'autres langages. Je te oui, remercie pour ton temps et ton partage, Guillaume. oui. Ouais, bah, merci beaucoup pour l'interview et les questions.